On continue le chapitre sur les oscillations libres et on va s'attaquer maintenant au circuit RLC. Donc on avait parlé du circuit LC et maintenant on rajoute une résistance. Ça va faire que les oscillations vont être amorties. On a un oscillateur électrique amorti. C'est un peu l'équivalent des frottements en mécanique. On verra l'analogie mécanique à la fin. On a déjà fait l'analogie électrique-mécanique précédemment. On a vu qu'on pouvait modéliser l'évolution d'un circuit LC par l'équation de l'oscillateur harmonique, avec la dérivée seconde ici. Les points-points, ça veut dire dérivée seconde par rapport au temps. Et on avait vu qu'on avait trouvé la même chose pour le ressort. Pareil, une dérivée seconde par rapport au temps. Donc c'est la même équation mathématique. On va voir qu'en rajoutant une résistance, ou alors en mécanique en rajoutant des frottements, on a un terme en plus dans l'équation, et ce terme, il fait apparaître une dérivée première de la fonction. On avait la fonction x et sa dérivée seconde. Maintenant, il y a la dérivée première qui va apparaître. Donc on va essayer de démontrer ça à partir du circuit RLC. Comme d'habitude, on envoie un certain signal en entrée. Ici, on va encore une fois envoyer un échelon et regarder quelle est la réponse du circuit en sortie. Donc très souvent, dans les circuits électriques, on s'intéresse à l'entrée et à la sortie. Donc ici, l'entrée, c'est la tension aux bornes des 3 dipôles en même temps. Donc c'est la tension E. Et la tension de sortie, c'est la tension aux bornes du condensateur UC. Un échelon, on l'a déjà vu dans les chapitres précédents, c'est une fonction qui passe brutalement d'une valeur nulle à une valeur non nulle, grand E par exemple. Et voilà ce qui se passe en sortie en rouge. Donc l'échelon, il est en bleu et c'est l'entrée, c'est ce qui est ici. Et en rouge, je représente la sortie UC. Et si je mets une petite résistance, vous voyez qu'on a des oscillations, mais ces oscillations sont amorties. Petit à petit, elles tendent à s'amortir et on arrive à une certaine valeur qui est la tension d'entrée. Donc la tension de sortie tend à une limite vers la tension d'entrée, mais en passant par des oscillations comme ça. Ce qu'on avait vu dans la partie précédente, c'était que pour le circuit LC tout court, sans la résistance, je suis allé trop loin, dans le circuit avec uniquement L et C, bobine et condensateur, pas de résistance, on avait des oscillations, mais qui n'étaient pas amorties. On avait trouvé une solution en sinus ou en cosinus. Voilà, et la solution c'est ça. Et ça, par exemple, si je prends A égale 1 et B égale 0, j'ai juste un cosinus. Et donc le cosinus, il garde une amplitude constante. Il n'y a pas d'amortissement. Ici, par contre, on a un amortissement. Et si vous tracez la fonction qui relie les maximums ici, ça vous avez peut-être déjà vu une fonction qui ressemble à ça, ça va être une exponentielle décroissante, donc exponentielle moins t sur tau. Donc on va voir qu'en plus du cosinus, il y a un autre facteur devant qui est en exponentielle décroissante, et on appelle ça l'enveloppe. Vous voyez, le signal, il est enveloppé par une exponentielle décroissante et son opposé en bas. Donc ça, c'est si la résistance est petite. Maintenant, donc imaginez, vous êtes en TP, vous avez fait ce branchement, vous regardez la tension d'entrée et la tension de sortie au picoscope ou à l'oscilloscope, et vous avez accès vous pouvez modifier la valeur de la résistance. Vous avez une boîte à décade, par exemple, et vous pouvez tourner les boutons et changer la valeur de R. Donc on va augmenter la résistance et voir ce qui se passe. Donc je pars d'une résistance petite, j'ai ces oscillations amorties, j'augmente la résistance, et là je vois qu'il y a encore des oscillations amorties, mais l'amortissement est plus fort, il est plus rapide. Les oscillations s'arrêtent beaucoup plus tôt, et on atteint très vite le régime permanent. C'est encore un régime transitoire et un régime permanent. Et là, on atteint le régime permanent beaucoup plus vite. J'augmente encore la résistance, et là, je vois que je perds carrément les oscillations. Donc il y a un moment où on est juste après les oscillations, on appelle ça le régime critique. Et si j'augmente encore, on a une fonction qui perd totalement ses oscillations. Donc on va essayer de démontrer ça, de trouver la solution, de montrer qu'on a bien cette fonction en oscillation décroissante ou ces fonctions-là qui dépendent aussi des exponentielles, on va voir. Donc il faut mettre en équation la dynamique du circuit
Et pour ça, toujours pareil, vous avez une seule maille, vous utilisez la loi des mailles et vous vous intéressez aux différentes tensions là. Et le but, ici, c'est de trouver une équation différentielle, vous voyez, sur UC, la tension aux bornes du condensateur. Donc je vais faire ça à la main. Hop. Hop, il me l'a mis en bas. Voilà. Je reproduis le circuit. Et comme d'habitude, on a déjà une tension qui est mise pour le condensateur. Donc je vais mettre un courant en convention récepteur. La flèche de la tension va vers le haut. Je mets le courant vers le bas. Donc le courant ici, il va de gauche à droite. Et en bas, de droite à gauche. Et là, pareil, convention récepteur. Le courant va vers la droite. Donc je mets des flèches pour les tensions. Vers la gauche pour UR aux bornes de la résistance et UL aux bornes de la bobine. La loi des mailles, on commence à avoir l'habitude. Je vais de ce point A vers ce point B, par exemple, soit en faisant le tour, soit en y allant directement. Donc si je fais le tour, ça me donne UC plus UL plus UR. Vous voyez, tout va dans le bon sens. Si je prends ce chemin-là, les flèches vont bien dans le même sens que mon trajet. Donc j'ai UR, donc on va respecter l'ordre, UC plus UL plus UR, égale à quoi? Bah, le chemin direct, et le chemin direct, c'est E. Voilà, ça c'est la loi des mailles. Dézoomer. C'est mieux. Loi des mailles. Et moi, ce que je veux, c'est une équation différentielle sur UC. Donc là, j'ai déjà UC, je suis content. E, ça va être une constante. Ça va être soit 0, soit grand E. Ça va être grand E. Ici, on est après l'échelon. Mais là, ces deux termes-là, ils me gênent un petit peu. Il va falloir travailler un peu. Alors, UR, toujours pareil, vous utilisez les relations tension-courant. UR, je sais que c'est RI. Et UL, on va mettre un OR. Et UL, c'est LDI sur DT. Pareil, on vérifie, on est bien en convention récepteur, donc c'est bien plus RI et plus LDI sur DT. Donc là, j'ai fait apparaître le courant, mais moi, ce que j'aimerais, c'est UC, une équation sur la tension UC. Donc il me manque un lien entre le courant et UC, mais ça, je connais. D'autre part, I, c'est égal à C DUC sur DT. Et donc, je vais pouvoir injecter I là-dedans et faire apparaître une équation sur UC seulement. Salut Iceclop, bienvenue. On s'occupe du circuit RLC aujourd'hui. On va l'étudier sous toutes ses coutures. Donc là, pour l'instant, on envoie un échelon, c'est la fonction en bleu, et on essaie de voir comment le circuit réagit. Et pour ça, on cherche l'équation différentielle. Donc je reprends l'équation que j'avais avec la loi des mailles. UC, j'y touche pas, je suis content, c'est la fonction que je veux garder. UL, c'est LDI sur DT, donc c'est L fois la dérivée de I, et I, voilà, ici je vais mettre I, et je vais directement remplacer par ce que j'ai trouvé là, c'est DUC sur DT. Plus UR, qui vaut RI, et pareil, I, je vais tout de suite le remplacer par C DUC sur DT. Et ça, c'est égal à E. Et voilà, j'ai mon équadif. J'ai bien une équation différentielle sur une seule fonction UC, avec des dérivées, donc équation différentielle. Et ça va être une constante, ça va être grand E. Ok, donc voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. On a bien une fonction, sa dérivée et sa dérivée seconde. Je mets ça sous forme canonique, donc je divise tout par LC. Comme ça, je fais apparaître un 1 devant un facteur 1 devant la dérivée seconde. Et voilà, j'ai une dérivée première, la fonction, et ici, E sur LC. Donc j'ai trouvé l'équation différentielle. Ça, c'est la forme canonique d'une équation différentielle de degré 2. Et on va toujours identifier deux paramètres là-dessus. Le premier, c'est la pulsation propre oméga 0. Donc vous regardez le facteur qui y a devant la fonction, et vous dites que ça, je définis ça comme étant égal à oméga 0 carré.
Donc il faut que ce soit positif. C'est un carré. Oméga 0, c'est une pulsation, c'est un nombre réel. Et donc je dis que 1 sur LC, dans ce cas-là, ça va être oméga 0 carré. Donc oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Dans d'autres circuits, on aura d'autres expressions là. À la place de R sur L, on aura autre chose. À la place de 1 sur LC, on aura autre chose. Par contre, cette forme-là, vous allez la garder. C'est la forme canonique. Donc ça permet de définir la pulsation propre. Donc maintenant, on sait ce que c'est que la pulsation propre. Et le deuxième paramètre, c'est Q, le facteur de qualité, qui apparaît ici. Donc on va définir Q en disant que le facteur ici qui est devant la dérivée première, par définition, je dis que c'est oméga 0 sur Q. Oméga 0, je sais déjà ce que c'est, je l'ai trouvé juste avant. Donc ça me permet de définir Q, le facteur de qualité. Petit exercice, bon je l'ai affiché là, mais essayez de trouver les expressions de oméga 0 et de Q à partir de cet équadif là. Donc là, vous pouvez, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez faire pause et chercher ça. Et je vais corriger rapidement. Alors, oméga 0, c'est facile. Oméga 0 carré, c'est 1 sur LC. Donc, oméga 0, c'est 1 sur racine de LC. Et ensuite, il suffit d'identifier le facteur qui a devant la dérivée première. R sur L, je l'identifie à oméga 0 sur Q. Donc, R sur L, c'est égal à oméga 0 sur Q. Donc, Q, c'est égal à... C'est comme un tableau de produit en croix. C'est oméga 0 L sur R. Et oméga 0, je le connais, c'est 1 sur racine de LC fois L sur R. Et là, j'ai L sur racine de L, donc je peux simplifier. Je rappelle, la racine d'un produit, c'est bien le produit des racines. Donc 1 sur racine de LC, c'est 1 sur racine de L fois racine de C. Et donc j'ai L sur racine de L là qui apparaît. Fois 1 sur racine de C fois R. Et L, c'est racine de L fois racine de L. Donc ça fait racine de L fois 1 sur racine de C R. Ok. Et racine de A sur B, c'est racine de A sur racine de B. Ou ici, racine de A sur racine de B, c'est racine de A sur B. Donc je peux dire que c'est 1 sur R fois racine de L sur C. Voilà, c'est ce que j'ai écrit là. Ok. Toujours pareil, une fois qu'on a, notre équation différentielle, on va chercher les solutions. Et pour ça, toujours pareil, on a besoin des conditions initiales. Donc c'est un peu la même méthode. Je vais faire un résumé de ça tout à la fin de ce chapitre. C'est la même méthode que précédemment, ce qu'on a vu avec le régime, le circuit LC. On se place à t négatif, on dit qu'on est en régime permanent. Donc toutes les grandeurs sont constantes. Et donc les dérivées sont nulles. Par exemple, ici, j'ai UC qui est constant. Donc le courant I qui vaut CdU sur dt, ça vaut 0. Et au passage, je sais que UR, la tension au bord de la résistance, UR c'est égal à RI, c'est la loi d'Ohm. Donc UR est égal à R fois I, mais I est égal à 0, donc UR égale 0. Et j'ai une autre relation avec une dérivée, UL, cette fois-ci au bord de la bobine, c'est LdI sur dt. Pareil, on est en régime permanent, les grandeurs sont constantes, je dérive une constante, ça fait 0, donc UL égale à 0. Et enfin, à t négatif, je me rappelle que je suis en train d'envoyer un échelon en bleu là. Donc à t négatif, vous voyez ici à gauche, petit e vaut 0. Donc j'ai UR qui vaut 0, UL qui vaut 0, E qui vaut 0, et donc UC égale à 0. Dans la loi des mailles, si je reviens sur ce que j'ai écrit, ici là, vous voyez, tout est nul. E égale 0 parce que c'est un échelon, UR égale 0 parce que le courant est nul, parce que le courant c'est une dérivée, et UL ça vaut 0 aussi. Donc UC est égal à 0. Et UC c'est justement la fonction que je suis en train d'étudier. Donc je viens de trouver une condition initiale sur UC. Alors attention, il manque un petit détail. On est à t négatif. Moi, je suis en train de chercher la fonction à t positif. La fonction en rouge, là, par exemple. Donc il faut passer de 0- à 0+. Et ça, si vous avez vu les lives ou les vidéos précédentes, vous savez comment on fait. On utilise la continuité de la tension aux bornes du condensateur.
Donc si UC de 0 moins est égal à 0, alors UC de 0 plus est aussi égal à 0 par continuité. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à poser des questions si vous êtes là en live. Ok. Et maintenant, on l'a vu la fois d'avant, j'ai une équation différentielle d'ordre 2, parce qu'il y a une dérivée d'ordre 2. Et donc, dans mes solutions, il va y avoir deux paramètres. Je vous rappelle, pour l'oscillateur harmonique, c'était déjà le cas. L'équation était différente, mais... Ici, on a une équation différentielle d'ordre 2, parce qu'il y a une dérivée d'ordre 2. Et les solutions, vous voyez, c'est ça. Il y a deux paramètres, B et C. Deux constantes à déterminer. Et j'aurais pu aussi l'écrire A cos oméga t plus phi. A et phi, ce sont deux constantes, parce que c'est une équative d'ordre 2. Donc j'ai deux paramètres, deux constantes, il me faut deux conditions initiales. Alors que dans les équatives d'ordre 1, j'ai une seule constante et une seule condition initiale. Donc là c'est pareil, l'équation est différente, mais c'est quand même d'ordre 2, donc il me faut deux constantes, donc deux conditions initiales. Là j'en ai qu'une seule de condition initiale. Donc il m'en faut une autre, et elle va être donnée sur la dérivée de UC. Vous avez beau savoir quelle est la valeur de la fonction en un point, vous ne savez pas quelle est la pente, donc vous ne savez pas quelle est la... Il vous faut la dérivée. Et donc il me faut la dérivée de UC par rapport au temps qui apparaît justement là-dedans. Et donc il me faut une information sur le courant. Le courant, on l'a dit, il était nul à I égale 0. Et là, je vais utiliser non pas la continuité de la tension aux bornes du condensateur, mais la continuité du courant à travers la bobine. Et donc, le courant est continu, donc sa valeur juste après 0, c'est la même que sa valeur juste avant. Donc le courant est nul, donc CdU sur dt est nul, donc du sur dt est nul. Et voilà, ce que j'ai encadré là, ce sont les deux conditions initiales. C'est pas la partie la plus simple de ce genre de chapitre, mais chaque petite étape est assez simple, donc c'est juste qu'il y en a beaucoup. Alors ce qu'on va faire pour résoudre cet équadif, c'est écrire une équation associée. On va faire une sorte de parallèle. On va transformer cette équation différentielle avec des dérivées en une équation polynomiale. Vous avez vu les polynômes normalement, donc en puissance d'une certaine variable. Et donc on va suivre une certaine règle, une sorte de recette de cuisine à suivre là. Donc voilà, voilà ce qu'on va faire. On va remplacer les dérivées d'ordre n par r puissance n. Donc dérivée d'ordre 2, je remplace par r puissance 2, par r carré. Dérivée d'ordre 1, je remplace par r. Et la fonction, c'est une dérivée d'ordre 0. Je remplace par r puissance 0, donc par 1. Et je supprime le second membre. Donc ici, là, tout ça, je vais dire que c'est égal à 0. Ça me donne une équation polynomiale de degré 2 associée au circuit. On appelle ça l'équation caractéristique. Donc, vous voyez, j'ai remplacé cet équadif un peu compliqué là, avec un facteur ici 1, oméga 0 sur Q et oméga 0 carré, par une équation polynomiale avec les mêmes facteurs 1, oméga 0 sur Q et oméga 0 carré. Donc j'ai appliqué cette recette de cuisine là. Et ça, je sais résoudre plus facilement. Je sais résoudre un polynôme d'ordre 2, une équation polynomiale de degré 2. Je sais que pour faire ça, il faut calculer le discriminant, delta, donc b carré moins 4ac. B au carré, ça me donne ça, hein, vous voyez, b il est ici, c'est oméga 0 sur Q, donc je le mets au carré, moins 4ac, donc moins 4 fois 1 fois oméga 0 carré. Donc je trouve delta comme ça, et je peux mettre en facteur 4 oméga 0 carré, je trouve ça. Une question pour anticiper un contenu ultérieur éventuel. On étudiera le principe des VRM, diviseurs de tension, tels qu'ils sont implémentés. Alors VRM, je ne connais pas l'acronyme, mais diviseur de tension, oui, on va l'utiliser un grand nombre de fois, notamment pour les filtres. On a déjà, alors je ne sais pas si je l'ai mis sur YouTube déjà, mais
On l'a déjà fait, les ponts de tension. Donc au moment où je tourne le live, la vidéo sur les diviseurs de tension, je ne sais pas si elle y est encore, mais au moment où vous regarderez cette vidéo YouTube, elle y sera, je pense. C'est quoi VRM? Ce que tu appelles VRM? Si c'est ponts de tension, oui, on l'utilise. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire l'étude habituelle, delta. On va regarder le signe de delta. Et on voit que le signe de delta, il est donné par cette parenthèse. Donc à quelles conditions delta est positif? À condition que 1 sur 4q carré moins 1 soit positif. Donc delta est positif à condition que 1 sur 4q carré moins 1 soit positif. Donc 1 sur 4q carré plus grand que 1. Donc 4q carré, je prends l'inverse, plus petit que 1. Donc q carré plus petit que 1 quart. Et donc q plus petit que 1 demi. Parce que q est positif. Voltage Regulation Module. Ok. Un module de régulation de tension. Ok. Je ne connaissais pas l'acronyme. Voilà, donc Q plus petit que 1,5, c'est la même chose que delta positif. Et dans ce cas-là, bah, vous savez résoudre l'équation polynomiale, là. Vous avez les solutions moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Vous faites le calcul, vous trouvez ça. Je ne détaille pas, hein, ça, normalement, vous savez faire. Je réécris juste les deux formes, mais normalement, vous connaissez. R1 ou... Je vais écrire comme ça. R1, 2, c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc R1, c'est avec un plus, et R2, c'est avec un moins. Donc j'ai deux solutions. Vous voyez, un plus ici, un moins ici. Et racine de delta, bah, vous voyez, on va faire apparaître la racine de 1, qui est ici, 1 sur 4 q carré moins 1. Voilà les deux solutions réelles. Et dans ce cas-là, on revient à l'équadif en disant que les deux solutions, R1, R2, je les mets dans des exponentielles. Donc ça, par exemple, ce premier terme, c'est bien solution de l'équation différentielle qui est ici, à condition que R1 soit une solution de l'équation polynomiale. Ça, c'est une équation de la solution polynomiale. Donc ça peut se démontrer. Donc ce que je vais faire, c'est prendre juste la fonction f de t égale exponentielle R1 fois t. Je sais que R1 est solution de l'équation polynomiale. Donc je sais que R1 carré plus oméga 0 carré sur Q fois R1 plus oméga 0 carré égale à 0. J'ai cherché R1 justement pour qu'il vérifie cette équation polynomiale. Et mon but, c'est de démontrer que cette fonction-là est bien solution de l'équadif cette fois. L'équadif, donc c'est la dérivée seconde de f plus oméga 0 sur q fois la dérivée plus oméga 0 carré. Et ça, j'aimerais bien que ce soit égal à 0. Donc je vais déjà dériver la fonction f une première fois. Donc je dérive ça, ça fait R1 fois exponentielle R1t. Je dérive une seconde fois. Il y a un 2 là. Ça fait sortir un autre R1, donc R1 fois R1, donc R1 carré. Et maintenant, je calcule tout ça. Je m'intéresse à cette expression et j'aimerais bien montrer que ça vaut 0. Donc je remplace. La dérivée seconde, je la remplace par ce que j'ai trouvé. R1 carré exponentielle R1 fois t. Plus la dérivée première ici, je la remplace par ça. J'oublie pas le oméga 0 sur Q devant. Fois la dérivée première qui vaut R1 exponentielle de R1t. Plus, zut, j'ai oublié F là. Donc ici, vous avez F
qui devient 1, la dérivée qui devient R, et la dérivée seconde qui devient R carré. Donc ici, là, il y a bien le F, là, je ne l'avais pas mis. Et la fonction fois oméga 0 carré. La fonction, elle est là, hein, c'est exponentielle R1t. Ok. Et là, vous voyez que je peux mettre exponentielle R1t en facteur. En facteur de... Il est partout, hein, il est là, là, là et là. En facteur de R1 carré plus oméga 0 sur Q R1 plus oméga 0 carré. Or, je sais que R1 est solution de l'équation polynomiale. Je sais que ça, là, cette parenthèse, ça vaut 0. Donc c'est l'exponentielle fois 0, ça fait 0. Et donc la fonction f, voilà, c'est ça, c'était bon, on a vérifié, la fonction f est bien solution de l'équation différentielle. Donc vous voyez que ça marche avec cette fonction-là. Ça marche aussi avec exponentielle R2 fois t. C'est le même principe, vous remplacez R1 par R2. Donc il y avait deux solutions à l'équation polynomiale, hein, R1 et R2. Exponentielle R1t, ça marche. Exponentielle R2t, ça marche. Et n'importe quelle combinaison linéaire fonctionne parce que l'équation différentielle est linéaire. Bienvenue, Min Pringles. On est en train d'étudier le circuit RLC ici. Résistance, bobine, condensateur. Ok. Donc ça fonctionne. Et après, il faut... ça, c'est l'équation, la solution homogène. Et après, il faut ajouter l'équation particulière, une solution particulière ici. Et vous prenez une constante, toujours pareil. Les dérivés s'annulent. Et vous voyez que la constante qui fonctionne, c'est UC égale E. Et E, je dis que c'est égal à grand E ici. Donc je rajoute la constante grand E ici. Et R1 et R2, ben je sais ce que c'est, ils sont là. Donc je peux les remplacer. Et vous faites le calcul, vous trouvez ça. Vous trouvez cette solution-là. Ça, c'est, je laisse ce calcul à faire en exercice. Il y a juste à remplacer R1 et R2, dont les expressions sont là. Donc vous injectez ces expressions là-dedans, et vous trouvez ça. Vous pouvez mettre en facteur exponentielle moins oméga 0 sur 2q fois t. Et ça, si vous le tracez, si vous tracez ce graphe, vous trouvez ceci, en rouge. Vous trouvez une oscillation sinusoïdale, mais amortie. Donc c'est pas un sinus, la fonction, c'est un sinus ou un cosinus fois une exponentielle décroissante. Vous voyez, l'exponentielle décroissante, elle est là, si je relis les maximums. Eh ben, c'est bien la fonction qu'on a. Ici, on a... Ah non, attendez. Là, on a pris delta positif. Donc, je rembobine. On est en train de regarder ce genre de solution. Et quand delta sera négatif, on aura les oscillations. Et donc, si vous tracez ça, oui, là, il n'y a pas les cosinus, là. Si vous tracez ça, vous avez ce genre de fonction en rouge. Voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, la solution critique, quand delta vaut 0, on est pile à q égale 1,5. Je rappelle, delta, c'est ça. Vous voyez, si q égale 1,5, q au carré, ça vaut 1 quart. Fois 4, ça vaut 1. Et 1 sur 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça, c'est le cas critique. Cette fois-ci, on ne peut pas utiliser deux solutions R1 et R2 parce que, vous le savez, le polynôme ici de degré 2, quand on a delta égale 0, il y a une solution double. Il y a deux racines, mais elles sont confondues d'une certaine manière. Donc il n'y a qu'une seule racine, R0, qui vaut moins oméga 0 sur 2Q. Mais dans ce cas-là, on va ajouter à l'exponentielle de R0t une autre fonction qui vaut t fois l'exponentielle de R0t. Donc ça, je peux le démontrer aussi, c'est marrant. Donc on a toujours la même équation polynomiale. R carré plus oméga 0 sur Q, R plus oméga 0 carré égale à 0. Là, les solutions, je les réécris, R1, 2, c'est moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. Sauf que là, on est dans le cas delta égale à 0.
Donc il n'y a plus qu'une seule solution, que je note R0, moins B sur 2A. Vous voyez, racine de 0, là ça fait 0. Je remplace delta par 0 là. B, c'est le facteur ici. Ah oui, ce que j'appelle A, B et C, hein, c'est ça. A fois R carré plus B fois R plus C égale à 0. Donc ici, dans notre cas de figure, B, c'est oméga 0 sur 2Q, donc moins oméga 0 sur Q. Et le 2, il est là parce que A vaut 1. Voilà, divisé par 2, c'est multiplié par 1,5. Et là, je peux multiplier les numérateurs entre eux. Donc moins oméga 0 et les dénominateurs entre eux, 2 fois Q. Donc voilà la racine double de l'équation polynomiale dans le cas critique où delta vaut 0. Je sais que cette fonction f de t égale à exponentielle r0t est solution de l'équadif. C'est la même chose qu'ici. J'avais appelé ça exponentielle r1t, avec r1 une racine du polynôme. Ici, la racine du polynôme, c'est r0. Donc j'ai bien r0 carré plus oméga 0 sur q r0 plus oméga 0 carré qui vaut 0. Ça, c'est la même chose que dire que R0 est racine. Et donc ça, c'est solution de l'équation différentielle ED. Et ça, c'est l'équation caractéristique EC. Et c'est une équation d'ordre 2. Donc il faut qu'il y ait deux constantes. L'espace des solutions est de dimension 2. Il me faut deux fonctions. Et je suis embêté parce que là, j'ai une seule racine. J'ai plus R1 et R2. Et il se trouve que dans ce cas-là, il y a une autre fonction qui est solution. C'est t fois exponentielle R0t. C'est parti, je dérive une première fois, g' de t, on va vérifier ça. Je sais dériver un produit, donc c'est la dérivée de t, donc 1 fois exponentielle R0t, plus t fois la dérivée de l'exponentielle, donc R0 exponentielle R0t. Ok. Et il me faut la dérivée seconde maintenant. J'ai seconde de t. Prime, c'est la dérivée première, prime, c'est la dérivée seconde. La dérivée de ça, ça fait juste R0 exponentielle R0t. Et là, pareil, j'ai un produit. Donc, je dérive t, ça fait 1. Ensuite, je réécris ce qui suit. Plus t fois la dérivée de ça. Et la dérivée de ça, c'est R0 carré. Il y a un autre R0 qui sort. Voilà. C'est un petit exercice que vous pouvez refaire vous-même. Et maintenant, je vais calculer. Je vais regarder l'équation différentielle. Donc, g seconde plus oméga 0 sur q g' plus oméga 0 carré. Et pareil, j'aimerais bien savoir si, fois g, voici, je ne vais pas l'oublier, et j'aimerais bien savoir si ça vaut 0. Donc j'ai plus qu'à injecter ça là-dedans. Donc j'ai R0 exponentielle R0t, je recopie ça, plus R0 exponentielle R0t, bon bah il y est deux fois, on va mettre un 2, plus t R0 carré exponentielle R0t, j'ai recopié ça, plus oméga 0q sur q fois g'. G' est là, donc il y a exponentielle R0t plus oméga 0 sur q fois t R0 exponentielle R0t. Et enfin, j'ai oméga 0 carré fois g, donc plus oméga 0 carré fois g, et g c'est t exponentielle R0 fois t. Le calcul est un peu long, mais bon, ça se fait bien. Ok. J'ai des termes en exponentielle R0t et des termes en t exponentielle R0t. Donc je vais mettre déjà cela en facteur. Donc j'ai t exponentielle R0t en facteur de
R0 carré, ici, plus oméga 0 sur Q fois R0, plus oméga 0 carré. J'ai oublié le carré là. Donc ça venait de oméga 0 carré fois G. Voilà. C'est pour voir si vous suiviez. Voilà, c'est ce que disaient les profs quand ils font une bêtise. Donc là, c'est bien oméga 0 carré. Je sais que c'est oméga 0 carré parce que regardez ce que je retrouve là. L'équation caractéristique. Et comme R0 est solution, je sais que cette parenthèse est égale à 0. Ok. Et maintenant, les termes en rouge, ici, j'ai plus exponentielle R0t en facteur de 2R0 plus oméga 0 sur Q. Et là, je suis un peu embêté. J'aimerais bien que tout ça se soit égal à 0. Mais ça, bon, qu'est-ce que j'en fais? Il suffit de remonter un petit peu. R0, en fait, je connais son expression. C'est moins oméga 0 sur 2Q. Donc 2R0, c'est 2 fois moins oméga 0 sur 2Q. Donc c'est moins oméga 0 sur Q. Et donc si j'ajoute oméga 0 sur Q, ça fait bien 0. Et voilà, c'est gagné. J'ai montré que cette solution-là, un peu bizarre, qu'on n'a pas vu précédemment, est bien solution de l'équation différentielle également. Donc ça, c'était la même chose que précédemment. Et là, on a cette nouvelle solution. Il faut multiplier l'exponentielle par t. Et donc, c'est bon. J'ai deux fonctions linéairement indépendantes. Je peux construire mon espace de solution qui est de dimension 2. Je vous rappelle, on a une équation différentielle de degré 2 avec une dérivée de degré 2. Il faut deux constantes A et B dans la solution. Il faut un espace de fonction de dimension 2. Et donc là, mes deux fonctions, vous voyez là, alpha exponentielle R0t plus bêta fois t exponentielle R0t. Et la solution critique, elle ressemble un peu à ça aussi. Solution critique et solution apériodique pour delta positif, c'est à peu près la même chose. Elles sont difficiles, comme ça à première vue, elles sont difficiles à différencier. Et enfin, si delta est négatif, donc si Q est plus grand que 1,5, cette fois-ci, j'ai un delta négatif. Mais ça, vous savez traiter, il suffit de passer dans l'espace des nombres complexes, et vous avez des solutions complexes. Alors, en physique, surtout en électronique, quand on écrit les nombres complexes, au lieu de mettre I, A plus IB, on met A plus JB, parce que I, on le rencontre tout le temps avec l'intensité. Donc pour ne pas s'emmêler les pinceaux, on utilise J. Ça, c'est les deux solutions complexes de l'équation caractéristique. Voilà, au lieu d'écrire I carré égale moins 1, j'ai J carré égale moins 1. Voilà, vous vérifiez que ça marche bien. Vous pouvez le réinjecter dans l'équation caractéristique. L'équation caractéristique EC, je rappelle, c'est l'équation polynomiale ici. Et pareil, je prends une combinaison linéaire. Je fais la même chose que précédemment là. Je prends une combinaison linéaire des exponentielles. Donc R1 et R2. Alors j'aurais pu les appeler R3 et R4, mais voilà. Et si vous faites ça, et que vous travaillez un petit peu avec la formule d'Euler, vous tombez sur des cosinus et des sinus. Et vous, si vous tracez cette fonction, vous avez les oscillations amorties. Et là, on voit bien qu'on a une partie sinusoïdale, ce sont les oscillations, et un préfacteur en exponentielle décroissante. Et ça donne l'enveloppe qui est amortie. Ok. Si Q est grand, on peut simplifier un peu les expressions, vous voyez, divisé par... si Q vaut 10, par exemple, Q au carré, ça vaut 100. Donc là, on a 1 sur 400. Ça, c'est négligeable devant 1. Donc oméga P, en fait, c'est oméga 0 fois racine de 1. Donc c'est oméga 0. Donc si Q est très grand, on a oméga P qui vaut à peu près oméga 0. Si vous voulez un moyen rapide de trouver le facteur de qualité, vous comptez le nombre d'oscillations ici.
jusqu'à arriver à 4% de l'amplitude de départ. Donc ici, je vais le reprendre en schéma. Si ça, c'est une amplitude de A, vous attendez d'être sur un tout petit intervalle là, qui vaut 4%, donc 0,04 fois A. Et à partir du moment où vous êtes là, donc vous pouvez considérer que vous êtes en régime permanent, vous comptez le nombre d'oscillations, et ça vous donne le facteur de qualité. Donc vous comptez le nombre de maximum, par exemple, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, j'ai Q qui est à peu près égal à 10. Ça fonctionne bien. Si Q est petit et vaut 2 ou 3, ça commence à être un peu... la méthode commence à être un peu... à trouver ses limites. Mais dès que Q est suffisamment grand, c'est bon. Salut Ploppy, bienvenue. Envie de me remettre aux maths en partant des bases de Terminal S, mais je ne sais pas quel outil, site web commencer. Si jamais tu as des idées, je suis preneur. Il y a tellement de choix que j'ai l'impression le mien sera pas optimal. Alors déjà, ce que tu peux faire, c'est aller regarder les 3 vidéos que j'ai faites sur les rappels de maths. Donc elles sont sur la chaîne Sciences Physiques. Je vais la mettre dans le chat. Elles sont là. Donc tout ce qu'il faut savoir pour rentrer en prépa, entre guillemets, tout ce qu'il faut savoir pour, sous-entendu, pour la physique. Donc j'ai pas traité les limites qui sont utiles en maths, mais pour la physique, là, j'ai mis vraiment, j'ai mis à peu près tout ce qu'il fallait. Donc là, tu en as pour quasiment 2 heures déjà de vidéo. Et si tu retravailles les trucs toi-même, ça va te prendre déjà pas mal de temps et tu vas... Donc c'est que des notions de terminale, tout ça. C'est vraiment des révisions de terminale. Et après, ce que je te conseille, c'est d'acheter un livre de cours de terminale. Donc livre, terminale, maths. Voilà, tu prends un de ces bouquins là, tu vas dans ta librairie préférée et tu regardes un peu si celui qui te plaît le plus. Et, tu te fais des petites fiches de questions pour t'interroger et tu fais les exercices. Voilà. Essaye de trouver des bouquins avec la correction, c'est beaucoup plus agréable. Les corrections des exercices. Voilà, c'est mon conseil. Ok. C'est bien, ça fait une petite pause après ce truc un peu compliqué là. On peut définir en lien avec la pseudo-pulsation oméga P, la pseudo-période, 2π sur oméga, c'est la même formule, et donc on trouve cette expression-là. Des fois, on vous demande la pseudo-période. Et ce préfacteur-là, qui est devant la partie sinusoïdale, cette exponentielle décroissante, on peut l'écrire exponentielle moins t sur tau, et tau, c'est la durée d'amortissement. Donc ici, vous voyez, tau, c'est l'inverse de cette fraction, donc c'est 2q sur oméga 0. Et ça vous dit combien de temps mettent les oscillations à s'arrêter. Donc si tau est grand, ça veut dire que ça va mettre du temps à s'arrêter. Donc si tau est grand, ça veut dire qu'on a un facteur de qualité important. Et vous voyez, le facteur de qualité, il est bien au numérateur. Ça, c'est un conseil quand vous avez une expression comme ça qui relie différentes grandeurs. Vérifiez la cohérence physique, la cohérence logique, notamment avec les relations de proportionnalité. Donc dites-vous, si Q est grand, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Et est-ce que ça correspond bien à tau grand? Et pareil, si oméga 0 est petit, est-ce que ça correspond bien à un tau grand? Ça, c'est un truc que vous pouvez faire un peu tout le temps. Bilan de puissance, on l'a déjà fait dans la vidéo précédente, donc je passe assez vite. On passe par la loi des mailles. Et ça, ce sont des tensions pour avoir une puissance en watts, où un watt, c'est un volt ampère. On multiplie la tension par un courant. Donc on va tout multiplier par le courant. Et ça nous fait apparaître la puissance en entrée du générateur, la puissance perdue par effet Joule au niveau de la résistance, la puissance stockée dans le condensateur et la puissance stockée dans la bobine. Ça, on l'a déjà vu encore, je le dis encore une fois, on l'a déjà vu dans les vidéos précédentes. La fonction fois sa dérivée, c'est la dérivée du carré. Et donc on voit apparaître 1/2 de Cu carré. Ça, c'est l'énergie stockée dans le condensateur. L'énergie, ça se mesure en joules. Et la dérivée de l'énergie, ce sont des joules par seconde, ce sont des watts, c'est bien une puissance.
Et pareil pour la bobine, vous dérivez ça, vous tombez bien là-dessus. Voilà, si vous trouvez que je suis allé un peu vite, vous regardez les vidéos précédentes, on a détaillé. Et donc c'est ça le bilan de puissance. La puissance qui est délivrée par le générateur, il y en a une partie qui est perdue par effet Joule, une partie qui est stockée dans le condensateur et une partie qui est stockée dans la bobine. C'est l'interprétation de cette équation-là. Pour finir, on revient sur l'analogie mécanique avec le ressort qui oscillait. Donc on a vu dans la vidéo précédente. On avait masse fois accélération égale à la force de rappel du ressort, moins kx quand je projette. Et là, on rajoute une force de frottement en moins lambda fois v. V, c'est la vitesse de l'objet, et la vitesse, c'est la dérivée de la position. Donc là, au lieu de noter x, j'ai noté z, mais c'est la même chose. Donc vous avez le moins kz de la force de rappel. Ici, moins lambda v, la vitesse, c'est la dérivée de z par rapport à t. Et l'accélération, c'est la dérivée seconde. Et là, vous reconnaissez une équation différentielle de degré 2 avec un facteur d'amortissement, avec la dérivée première ici. Exactement ce qu'on a trouvé pour le circuit RLC. Une dérivée seconde, la fonction, mais aussi un terme en dérivée première, qui vient de, ici, si je le montre là, qui vient de la résistance. Et l'équivalent en mécanique de la résistance, ce sont les frottements. Donc vous avez la même équadif, la même forme canonique, c'est juste que oméga 0 et Q vont avoir des expressions différentes. Voilà ce qu'on trouve. Oméga 0, c'est racine de K sur M, et Q, c'est racine de MK sur lambda. Je ne le démontre pas, ça, vous avez compris ce qu'on a fait précédemment. Essayez de le chercher, de montrer qu'on a bien ça. C'est un bon exercice. C'est des petits calculs pas trop compliqués normalement. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup à l'oscillateur électronique. Il y a une analogie entre ce qu'il y a devant la dérivée seconde ici, donc la masse ou l'inductance de la bobine, entre lambda et R, donc les frottements mécaniques ou électroniques, et entre K et 1 sur C. Voilà, pour résumer, voilà les trois solutions des trois régimes, apériodique, critique et pseudo-périodique, suivant la valeur du facteur de qualité. Donc vous avez des exponentielles, des combinaisons d'exponentielles, et pour le régime pseudo-périodique, une exponentielle décroissante et des cosinus et sinus. Donc ça, c'est un peu la partie, le côté un peu bourrin, l'aspect un peu bourrin de ce chapitre. Il faut connaître par cœur ces expressions. Voilà, c'est assez rare dans le programme de prépa d'apprendre des grosses formules comme ça par cœur. Mais là, c'est le cas, donc pas le choix, il faut apprendre ça par cœur. Et je reviens sur la méthode qu'on a utilisée plusieurs fois, de détermination des conditions initiales. C'est toujours pareil, vous vous placez en régime permanent à t négatif. Toutes les grandeurs sont donc constantes. Toutes les dérivées sont donc nulles. Vous utilisez les relations tension-courant, par exemple U égale L dI sur dt. Vu qu'il y a une dérivée, ça vous dit que UL est nul. Ici, I égale C du sur dt. Il y a une dérivée, ça vous dit que IC égale à 0. Vous utilisez la loi des mailles, la loi des nœuds, la loi d'Ohm pour trouver cette fois-ci la tension à 0- aux bornes du condensateur et non pas aux bornes de la bobine. Et pourquoi vous faites ça? Parce que comme ça, vous pouvez utiliser la condition de continuité. La tension est continue, donc aux bornes du condensateur, pas aux bornes de la bobine. Vous ne pouvez pas faire ça avec UL. Vous voyez, là, on avait UL, mais il faut vous débrouiller pour retrouver UC. Et pour ça, vous utilisez la loi des mailles. La tension est continue aux bornes du condensateur, donc UC de 0 plus égale UC de 0 moins. Et le courant est continu à travers la bobine, donc IL de 0 plus égale IL de 0 moins. Et après, vous refaites des lois des mailles, des lois des nœuds, des lois d'Ohm, pour remonter à la fonction qui vous intéresse, qui est dans l'équadif. Donc là, dans notre cas de figure, c'était UC. On a une équadif sur UC, donc à la fin, il faut des conditions initiales sur UC. Voilà la méthode générale. Et encore une fois, c'est la partie un peu compliquée de ces exercices. Donc si vous avez beaucoup de mal avec tout ça, faites ça à la fin. Essayez déjà de bien maîtriser la loi des mailles, la mise en équation, etc. Voilà pour ce chapitre sur les oscillations libres. Si vous voulez les PDF de mes cours et une mini-formation en 3 mails, vous pouvez récupérer tout ça
sur la liste email de Livret Sciences et de Sciences Physiques. C'est le premier lien en description.